Dans ce centre aéré, comme dans tous les endroits réservés aux enfants, la grande angoisse, c'est l'invasion des chevelures par cet insecte, le poux. Si votre enfant a été contaminé sur votre lieu de vacances, il a, comme ses autres camarades, ramené quelques bébêtes en souvenir. Et c'est comme cela que les poux envahissent les cours d'école à la rentrée. Pour combattre les poux, voici Jean-Pierre Chenevaux, Monsieur Poux. Depuis plus de 20 ans, il traque ces petites bêtes sur la tête des enfants. En moins de 7 minutes, il est capable d'inspecter une trentaine de chevelures. Et il a du travail pour localiser ces intrus. Ici, pas moins de 450 enfants à inspecter. T'auras moins de poux que les autres, tu vois. Vous savez ce que c'est qu'un poux? Oui. Alors c'est quoi un poux? C'est une petite bestiole qui est dans les cheveux et qui saute là. Faux! Les poux ne savent pas voler ni sauter, et heureusement car sinon tous les enfants en auraient. Ils ne se transmettent que par contact direct de cheveux à cheveux, ou par le taxi à poux, la casquette ou le chouchou pour les filles. Et mieux vaut ne pas en attraper, car aujourd'hui, nous avons affaire à de super poux, super résistants aux traitements chimiques. Pour en savoir plus sur ces super poux, E=M6 vous amène dans l'un des seuls élevages de poux au monde. Madame Combesco-Lang élève des milliers de poux pour mieux les étudier. Mais alors, qui sont réellement ces petites bêtes qui font trembler tous les parents? Les poux, ce sont des insectes. Ils ont 3 paires de pattes. Ils se nourrissent de sang, exclusivement de sang. Ils ne se nourrissent pas de saleté, attention. Ils vivent sur le cuir chevelu, tout simplement parce que c'est très capillarisé et que leur garde-manger est juste en dessous du cuir chevelu. Regardez cette expérience incroyable. Lorsque nous approchons un cheveu d'un groupe de poux, ils s'accrochent tous en quelques secondes. Et ce n'est pas un hasard. Ces squatteurs ont leurs petites habitudes. Ont des endroits préférés, ils préfèrent les radiateurs bien chauds comme les mauvais élèves et ils se mettent derrière les oreilles et derrière la nuque qui sont des points plus chauds parce que tous les points de la tête ne sont pas à la même température. Et une fois confortablement installés sur votre tête, ils se reproduisent à une vitesse incroyable. Ce sont même de vraies bêtes de sexe. La famille Poux est une famille très prolifique. Papa Poux est capable de s'accoupler avec plein de femelles à la suite. Et il faut savoir qu'une femelle peut pondre de 4 à 10 œufs par jour. Les landes sont les œufs des poux. L'œuf éclot une semaine après la ponte, puis en 15 jours, les larves deviennent des poux, prêtes à s'accoupler pour agrandir encore la famille. Donc vous voyez que si on a la malchance de récupérer une femelle sur la tête qui est déjà prête à pondre, eh ben, on est mal parti. Et oui, car en plus de se reproduire à une vitesse incroyable en très grand nombre, les poux sont extrêmement difficiles à tuer. Bienvenue en salle de torture. Regardez bien, nous les avons plongés dans l'eau pendant près de 18 heures. Ils sont toujours vivants. À présent, nous les soumettons à une température de plus de 50 degrés. Ils ne sont toujours pas morts. Enfin, ces super poux n'ont pas peur du froid. Après 5 heures au réfrigérateur, ils bougent encore. La seule chose qui fonctionne, le congélateur à moins 18 degrés. En quelques heures, ils ont tous été exterminés. À défaut de plonger la tête dans le congélateur, nous vous expliquerons plus tard comment l'utiliser efficacement. D'autant que nos super poux résistent désormais au traitement insecticide. Mais heureusement, les chercheurs ont trouvé une autre solution. Engluer les poux et les lentes pour boucher leur voie respiratoire. Ces petits trous que l'on voit sur le flanc du poux et à l'extrémité de la langue. À gauche, un insecticide ancienne génération. Et à droite, un nouveau traitement engluant. Le résultat est clair. L'ancien traitement ne tue pas tous les poux. Ils sont devenus résistants, alors que l'engluant a foudroyé tous les poux ainsi que les lentes. Grâce à ces nouveaux traitements, Monsieur Chenevaux va pouvoir venir en aide à cette famille qui ne sait plus quoi faire contre ces envahisseurs. C'est l'aînée, Marine, qui a attrapé des poux. Première étape, la salle de bain pour voir comment appliquer un traitement engluant de nouvelle génération. Généralement, l'erreur que font les gens, c'est de traiter le dessus parce que la chevelure c'est là, et généralement on ne traite pas là, et encore moins derrière. Donc c'est l'inverse, les infestations vont se faire au niveau frontal, ici, en lisière de chevelure, ici au-dessus des tempes, et derrière la nuque. C'est les endroits les plus chauds. Et donc ça sert à rien d'en mettre sur les points. Et ça sert à rien d'en mettre sur les points, puisque on doit traiter le cuir chevelu et non pas la chevelure. Une fois le traitement appliqué, massez le cuir chevelu pour répartir le produit de façon homogène.
Mais pour des questions d'hygiène, il est impératif de décrocher les poux et lentes à l'aide d'un peigne anti-poux le plus fin possible. Voici un bon peigne, alors que celui de droite a des dents bien trop écartées. Et n'oubliez pas, il faut absolument traiter toute la famille en même temps. Il existe des solutions si vous êtes à court de produits anti-poux. D'autres corps gras, comme l'huile d'olive ou l'huile de coco, ont le même pouvoir d'obstruction des voies respiratoires de ces petites bêtes. Mais il n'y a pas que les cheveux qui hébergent les poux. Donc ça, c'est la chambre de Marine. Voilà. Donc on va enlever les draps, on va mettre d'oreiller. Tout ce qui a été en contact avec les cheveux de Marine doit être débarrassé des poux et des lentes. Et pour ça, il y a une astuce. On va fermer ce sac hermétiquement et le mettre de côté pendant 48 heures. Et oui, c'est leur point faible. Privés de leur nourriture, les poux meurent en à peine 2 jours. 48 heures, c'est fini. D'accord. Et on n'a plus de poux. Vous pouvez maintenant laver votre linge à 60 degrés minimum. Et pour le doudou, revenons à l'astuce du congélateur. On va mettre le doudou au congélateur puisque beaucoup d'enfants n'aiment pas qu'on mette leur doudou à laver, donc pour l'odeur. Hein. Et quelques heures à moins 18 degrés suffisent. Après tous ces efforts, vos enfants pourront enfin jouer sans risque et surtout sans se gratter la tête. Elle, c'est Daya, une chienne de 2 ans. Problème, elle aime bien se frotter un peu partout. Résultat, ça gratte un peu, beaucoup, à la folie. Comme près d'1 chien sur 2, Daya est devenue un véritable sac à puces. Alors, qui sont ces insectes? D'où viennent-ils? Et surtout, comment s'en débarrasser? Vous allez voir que la puce est un animal surprenant, ultra résistant et capable de tout pour vivre sur le dos de nos animaux. Pour percer les secrets des puces, nous avons emmené Daya à Toulouse, afin qu'elle rencontre le plus grand spécialiste de l'espèce, le professeur Michel Franc. Et ici, vous en avez une. Mais comment cet insecte brun d'à peine 3 mm peut-il donner des démangeaisons à un chien 200 fois plus gros? Le chien réagit aux piqûres de puce parce que la puce, elle injecte un peu comme une petite seringue de la salive qui contient des substances allergisantes et donc qui déclenche les mouvements de grattage. Cette puce, je vais vous la montrer au microscope. Les petites seringues de la puce, ce sont les stylets et ça ressemble à ça. Vous pouvez voir les stylets piqueurs qui permettent d'une part d'inoculer la salive et d'autre part d'aspirer le sang. Et si la puce injecte de la salive dans le corps du chien, c'est pour éviter que le sang ne coagule le temps qu'elle l'avale. Mais auparavant, les puces doivent arriver sur le chien. Et contrairement aux idées reçues, elles ne sautent que très rarement d'un animal à l'autre. Alors comment les puces ont-elles fait pour arriver jusqu'à Daya? À l'âge adulte, nichées dans le pelage du chien, les puces pondent chaque jour une trentaine d'œufs. Une grande partie tombe par terre et très vite, les œufs deviennent des larves. Regardez, on les voit au microscope. Alors là, vous avez des larves qui sont en train de fuir la lumière, en fait. Elles se déplacent activement et elles vont rechercher un endroit protégé, en particulier ici, sous les poils. Les larves aiment nos tapis, nos parquets et l'humidité. Et pour se nourrir, elles n'ont pas besoin d'aller au restaurant, tout tombe du ciel. Les puces émettent des crottes et ces crottes servent de nourriture aux larves de puces. Donc vous voyez que dans une maison avec un chien et des puces, eh bien, tout est là pour permettre la réalisation du cycle évolutif. Résumons, les puces adultes pondent des œufs qui deviennent des larves. Et grâce à toutes les miettes et toutes les saletés, elles se créent un cocon. C'est comme une cabane pour se protéger des agressions extérieures. Mais ce cocon est presque invisible à l'œil nu. Vous ne le voyez pas parce que ça accumule, ça agglutine de la poussière. Mais si vous l'ouvriez, vous verriez qu'à l'intérieur se trouve la puce adulte. Avant de sortir de son cocon, pour sauter sur le chien, cette nouvelle puce peut attendre pendant des mois le passage de l'animal. Ce sont les vibrations du chien qui vont lui donner le signal. Regardez, il suffit de taper pour que les puces se mettent à sauter. Des bonds de 20 cm de hauteur, à la dimension d'une puce, c'est comme si vous sautiez jusqu'au sommet d'un immeuble de 35 étages. Leur premier repas de sang, elles le prennent 1 heure après leur arrivée sur le dos de l'animal. Mais alors, comment se débarrasser des puces? Vite, Daya traverse Toulouse. Il est temps de se refaire une beauté et de se libérer enfin de ces satanées puces. Dans ce salon d'accessoires, Mélanie a tout ce qu'il lui faut. Bonjour Daya, c'est toi qui as des puces?
Le traitement commence par un bon bain. On va au bain. L'occasion d'appliquer un shampoing anti-puce, un insecticide qui tue les puces et protège le chien pour une semaine. Mais pour un remède plus durable, choisissez la pipette qui contient également un insecticide et a l'avantage de ne pas se rincer. Il suffit d'en mettre à la base du cou du chien pour qu'il se diffuse sur tout son pelage. Donc il faut bien écarter les poils pour atteindre la peau. Vous l'appliquez directement sur la peau. Et là, ce produit a une efficacité d'1 mois. Le produit se diffuse dans la couche de gras à la surface de la peau. Le poison bloque le système nerveux des puces et au contact de la peau de Daya, elle meurt. Cet insecticide, inoffensif pour le chien, peut aussi lui être administré par voie orale. Ces produits sont très efficaces. Ils tuent 99% des puces. Mais pour ceux qui préfèrent la prévention et les remèdes de grand-mère, voici une recette à base de fleurs. Donc quelques gouttes d'huile essentielle de lavande. La lavande a un effet cicatrisant, donc moins de douleur pour le chien. Quelques gouttes d'huile essentielle de géranium. Le géranium est connu pour son effet anti-insecte. On en met très peu parce que c'est très concentré et de l'eau. Donc voilà notre spray qu'on a préparé avec les huiles essentielles. Alors on le pulvérise partout sur le chien. Mais pour que les puces ne reviennent pas, il faut tuer leurs œufs et leurs larves partout où le chien est passé. Dans son panier, mais aussi sur le tapis, le canapé et le parquet. Débarrasser des puces chez vous, vous aurez peut-être plus de plaisir à les voir dans un cirque, comme ici en Australie. Équilibriste ou footballeuse, elle tire même des carrioles. Pendant ce temps, Daya savoure le plaisir d'un dîner tranquille à la maison. Avec leurs pattes longues et fines, leur corps velu et leurs yeux multiples, les araignées font souvent l'unanimité contre elles. Quant aux cafards, ils nous dégoûtent carrément. Mais avons-nous raison de vouloir nous en débarrasser? E = M6 a mené l'enquête. Chez certains d'entre nous, la vue d'une petite araignée, même dans un bocal, provoque une réaction instantanée. Regardez, nous avons fait le test. Si vous l'ouvrez, ça va me gêner. On ouvre? Non. Quand je les vois, je les écrase. Je la tue. Je la laisse vivre. Le plus souvent, nous les craignons. Mais au fait, pourquoi? Au Muséum national d'histoire naturelle de Paris, Christine Rollard tord le cou aux idées reçues. Quand on se réveille avec des boutons le matin, on dit c'est une piqûre d'araignée. Il y a beaucoup d'autres animaux dans la maison qui peuvent le faire, comme des acariens, comme des moustiques. Des moustiques qui ont besoin de repas sanguins, donc qui viennent de toute façon sur nous pour venir sucer du sang. Alors que les araignées, ça fait pas partie de leur biologie, donc elles ne viennent pas vers nous, elles ne nous attaquent pas. Autre source d'angoisse, on en avalerait quand on dort. Les araignées ne vont absolument pas dans la bouche des dormeurs, ça fait pas partie de leurs mœurs. Elles pondraient aussi sous la peau. Donc là, elles ont aucun organe pour pondre sous la peau, donc ça c'est vraiment de la pure science-fiction. Il faut dire que la littérature et le cinéma ont largement contribué à alimenter ces phobies. Contrairement à ce qu'on pense souvent, les araignées ne représentent pas un réel danger pour nous. Si les araignées en fait mordent, en général, c'est des morsures de défense sans injection de venin. Donc on n'aura strictement rien. En France, on compte environ 1750 espèces d'araignées. Notre aranéologue va faire découvrir à Sacha, 7 ans, et Camille, 12 ans, ces petites bêtes étonnantes que nous côtoyons sans les connaître. Cette Zorops, par exemple, fait partie de la dizaine d'espèces qui ne vit que dans nos maisons. Il y a des araignées qui aiment bien être dehors et puis il y en a qui aiment bien être dedans. Donc du coup, il faut les laisser parce qu'en fait, c'est leur mode de vie. Donc si on prend l'araignée et qu'on la sort, si je faisais ça avec celle-ci, eh ben au bout d'un moment, elle rentrerait. Et oui, votre maison est aussi la leur. Observons de plus près les araignées. Premier constat, elles n'ont ni ailes ni antennes. Ce ne sont donc pas des insectes, mais des arachnides. En revanche, elles ont une paire de pattes en plus, ce qui fait 8 pattes au lieu de 6 pour les insectes. Et si on les regarde de plus près, on voit qu'elles sont couvertes de poils étonnants. Les soies. Ils ont un rôle essentiel.
Les soies, c'est des petits organes qui permettent à l'araignée de sentir tout ce qui se passe autour d'elle. Donc du coup, c'est des soies sensorielles qui vont être donc mécaniques, qui vont sentir les vibrations, les déplacements d'air, mécanoréceptrices, ou chimio. C'est comme le nez. Donc il y a des petites soies et des petits trous qui vont permettre à l'araignée de sentir les odeurs. Autre atout des araignées, leurs yeux. Là, je regarde et je vois que 3 œils. Perdu, elles en ont le plus souvent 8, mais ils sont si petits qu'on ne les voit presque pas. À quoi ça leur sert ? Dans son monde, elle a besoin de voir. Elle voit des prédateurs, elle voit les formes, et puis elle voit aussi les proies qu'elle va pouvoir manger. On est obligé de tourner la tête pour regarder derrière. Elles ont une vision périphérique. L'araignée a un solide appétit, mais rappelez-vous, ce n'est pas nous qu'elle mange, mais des insectes. Elle en absorbe chaque jour l'équivalent de 20% de son poids. Ces petites araignées qu'on a dans les maisons, elles nous mangent des insectes, des moustiques, des mouches, des petites puces, des punaises. Elle a un rôle d'insecticide naturel autour de nous, mais dans la nature, dans l'équilibre de la nature en général, avec ou sans nous. Voilà une bonne raison de les laisser vivre tranquillement. L'autre raison est scientifique. À l'UPMC à Paris, Philippe Colomban étudie les propriétés incroyables du fil d'araignée. L'araignée fabrique dans ses glandes un matériau qui est un polymère qu'elle fabrique à partir de ce qu'elle mange. Ce polymère est fait à l'état liquide. Au passage de la filière, donc c'est un petit trou où l'araignée, je dirais, met en forme le fil. L'eau, une partie de l'eau s'en va et on obtient un fil qui est en gel et dès qu'il sort à l'air, se solidifie et donne en fait la soie. Ne vous y trompez pas, ce fil de soie est aussi solide que de l'acier. Et il peut aussi s'étirer jusqu'à 30% de sa longueur initiale sans se rompre. Le secret de la solidité et de l'élasticité du fil d'araignée vient de sa structure interne. Le fil d'araignée a l'avantage d'avoir une structure en forme d'hélice qui, lorsque l'on tire dessus, peut s'allonger très fortement, donnant une très bonne combinaison de résistance mécanique élevée et d'élasticité, une combinaison qu'on en rencontre difficilement dans les produits synthétiques. Autre propriété extraordinaire, ce fil est compatible avec le corps humain. Peau artificielle, fil chirurgical, les applications potentielles d'un fil d'araignée synthétique sont nombreuses. Mais sa composition est tellement complexe que la science n'a pas encore réussi à le copier parfaitement. L'araignée que l'on regarde souvent de travers est finalement bien plus utile et intéressante qu'on ne le pense. Elle, en revanche, entraîne à l'unanimité une réaction de dégoût. C'est la blatte domestique, autrement dit, le cafard. C'est la forme, c'est aussi que ça brille un peu, je sais pas, c'est dégueulasse, et ça se faufile, ça court un peu à gauche à droite. Ça bouge, ça grouille, ça me dégoûte. Ça bouge partout comme ça, là, ouais. On dit souvent que les blattes vivent dans des milieux sales. Est-ce vrai ? Pour le savoir, retour au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris avec Philippe Grandcolas, spécialiste des insectes. C'est vrai que dans un habitat domestique sale, elle va trouver plus de nourriture, mais néanmoins, elle arrive à se répandre, à se propager, y compris dans des appartements ou des maisons qui sont d'un niveau d'hygiène raisonnable. La moindre miette est susceptible de les attirer. Voilà pourquoi les blattes peuvent s'installer chez vous, même si vous faites le ménage régulièrement. Mais la blatte est-elle dangereuse pour notre santé ? Elle peut amener des micro-organismes depuis des locaux à très bas niveau d'hygiène, comme par exemple un vide ordure ou des toilettes, et les transporter lors de ces pérégrinations jusqu'à votre cuisine. Voilà. L'autre souci qu'il y a avec les blattes ou les cafards, c'est qu'ils génèrent des allergies, au même titre que les acariens de la poussière. Alors que faire quand on en voit une ? On peut arriver à s'en débarrasser tout seul. La blatte n'est pas spécialement dangereuse ni spécialement résistante, et donc on peut tout à fait l'écraser et ça ne cause pas de conséquences particulières, ça ne disperse pas les œufs, donc il n'y a aucun souci de ce point de vue-là. Mais si on tarde à agir, c'est la catastrophe, comme nous l'explique Kevin Brision, un spécialiste de l'éradication.
Avec une femelle qui a déposé des petits, il y aurait, sur une année, dans des conditions de développement vraiment très favorables, environ 1 million d'individus qui pourraient être dans une même pièce. Dans ce cas, seul un traitement chimique adapté en viendra à bout. Si les cafards ne représentent pas un danger majeur, on préfère les voir dehors. Par contre, ne chassez plus les araignées de vos maisons. En échange d'un toit, elles vous limiteront les populations de moustiques, mouches ou acariens. Elle vit sous nos pieds, cachée dans des galeries souterraines de plusieurs centaines de mètres. C'est la taupe, une petite bête d'une vingtaine de centimètres, le cauchemar des jardiniers. À Fontainebleau, 4 jeunes curieux vont tenter d'en localiser avec l'aide de Jérôme Hanol, naturaliste. Alors, comment faire les enfants? Il y a la terre qui remonte à la surface. Il y a aussi des trous. Donc là, vous voyez, vous avez plein de petits monticules de terre là. Tous ces petits monticules de terre, ce sont effectivement des traces de taupe. Mais impossible d'apercevoir la taupe coupable. Cet animal est doté de sens parfaitement adaptés à la vie souterraine. Grâce à des petits poils à l'avant de son museau, les vibrisses, elle détecte immédiatement notre présence. Et avec une vitesse de déplacement de 4 km/h, la même vitesse qu'un marcheur, elle a vite fait de filer. En revanche, on dit toujours que la taupe est aveugle. Alors vrai ou faux? D'après vous, est-ce que la taupe, c'est un animal qui voit bien? Non. Non, elle est aveugle. Alors la taupe, elle n'est pas tout à fait aveugle, mais en tout cas, elle a une très très mauvaise vue. Elle a des tout petits yeux qui sont en général la taille d'un gros grain de sable. Pour une simple et bonne raison qu'elle se déplace dans le noir, dans des galeries souterraines. Sa vue est donc peu développée car elle ne lui sert à rien. Souvenez-vous, c'est grâce à ses petites moustaches, les vibrisses, qu'elle détecte la présence d'obstacles dans le noir. Par contre, elle est dotée de mains immenses par rapport à sa taille. Elle a de très très larges mains, dotées de griffes très importantes. Ses mains sont très puissantes et c'est ce qui va permettre à la taupe de creuser les galeries et d'avoir la force nécessaire ensuite de repousser la terre jusqu'à la surface. C'est grâce à ces pelleteuses miniatures que la taupe laisse des traces impressionnantes de son passage. Elle arrive à déplacer quasiment l'équivalent de 4 fois le poids de son corps en terre au moment où elle remonte à la surface. Voilà pourquoi la taupe n'est pas vraiment la bienvenue dans nos jardins. Au château de Versailles, Jérôme Dormion est au travail. Il est le taupier du château. Sa mission, protéger l'un des plus beaux jardins de France. Là, on a une quinzaine de taupinières. Hein. Il faut savoir qu'il n'y a qu'une seule taupe qui peut faire autant de taupinières. Elle a un réseau, en général, pour un mâle de 700 mètres carrés. Et elle peut faire jusqu'à 200 mètres de galerie sous terre. Ce réseau incroyable de galeries lui sert de terrier. Mais vous allez voir que c'est aussi un moyen ingénieux de piéger les vers de terre, sa nourriture de base. Alors là, on a eu de la chance, on est tombé sur une réserve de vers de terre. Quand il fait très sec, la taupe prévoit de laisser des vers de terre. Donc elle va les couper, elle va couper un anneau derrière la tête, ça va les paralyser et elle va les stocker dans un endroit. Ces véritables garde-manger, toujours remplis, sont vitaux pour les taupes, car leur organisme possède une particularité. Elle mange 90% de vers de terre et elle ne peut pas rester sans manger plus de 12 heures. Elle ne peut pas jeûner de plus de 12 heures. Sinon, elle meurt. Mais à force de manger ces vers recouverts de petits cailloux, les taupes s'abîment les dents. Et au bout de 4 ans, l'usure de leurs dents est telle qu'elles finissent par mourir d'inanition. Ouvrière discrète, redoutablement efficace sous terre, la taupe est considérée comme un nuisible. Est-ce vraiment le cas ? Non loin des prestigieux jardins, dans les enclos à moutons, une zone sanctuaire a été créée pour ces petites bêtes fouisseuses. Ici, pas question de les chasser. Et il y a une raison. L'avantage, c'est que la taupe aère le sol. Donc en cas de forte pluie, si vous voulez, ça fait un drainage naturel. Et ça évite notamment, dans les bas-fonds des prés, d'avoir des inondations importantes. La taupe est donc utile car elle draine naturellement la terre. Son seul inconvénient, ce sont les monticules de terre qu'elle laisse au beau milieu des pelouses. Intéressons-nous maintenant à la nourriture de ces taupes, les vers de terre. Cachés à quelques centimètres sous nos tomates ou nos fleurs, ils grouillent dans la terre en creusant d'interminables galeries. Oh, il y a un ver de terre!
Des vers de terre, appelés aussi lombriques, il peut y en avoir jusqu'à 500 par mètre carré dans votre jardin. Ah, c'est marrant. Tu le veux? Non, je veux pas. Mais comment se déplace-t-il dans nos sols? Pour en savoir plus sur cet animal à la fois familier et mystérieux, direction l'INRA où Céline Pelosi étudie les vers de terre depuis de nombreuses années. Là, on a un ver de terre adulte et puis là, un petit. Pour se déplacer dans le sol, les vers de terre utilisent les muscles sur les anneaux et les soies, donc ces petits poils qui leur permettent de s'accrocher, de se déplacer et de ressentir. La particularité des lombriques, c'est qu'ils creusent des galeries. Et on dirait qu'elle rentre dans la terre, quoi. Elle creuse. Comme nous avec une pelle, quoi. Il n'a pas de pattes pour creuser. C'est vrai, t'as raison. Leur secret, ils mangent la terre. Et oui, ils l'avalent. Et pour que les galeries ne s'effondrent pas, ils ont une technique bien particulière. Les vers de terre vont créer des déjections. Ça va être un moyen pour eux de consolider leur galerie, qui finalement est leur maison. Ils vont tapisser les parois des galeries de ces déjections. Ces galeries ont le diamètre d'une paille et peuvent mesurer jusqu'à 1 km de long. Et cela n'abîme pas nos jardins, bien au contraire. Ces tunnels permettent eux aussi une meilleure infiltration de l'eau et limitent ainsi les inondations. Et ce n'est pas tout. Lorsqu'ils creusent, les vers de terre se nourrissent de la matière organique contenue dans la terre en surface et la rejettent plus en profondeur. Ça va brasser en fait les matières minérales propres au sol et les matières organiques amenées par les débris végétaux et animaux. Des lombriques dans votre jardin, c'est une terre en bonne santé. Pour savoir s'il y en a chez vous, Véronique Étiévent a une technique infaillible. Amandine et Noélie vont la tester avec elle. Bon alors les filles, est-ce que vous savez comment est-ce qu'on pourrait trouver des vers de terre dans le sol? Faudrait creuser. Et non les filles, il y a une technique bien plus facile et étonnante. Alors pour les aider à sortir, on peut utiliser de la moutarde. Parce qu'en fait, ils aiment pas la moutarde, ça leur picote la peau. Et du coup, ça les fait sortir de la terre. Pour préparer la potion, il faut 2 pots de moutarde, 10 litres d'eau et un arrosoir. Et pour délimiter la zone d'étude d'1 mètre carré, 4 piquets. 10 minutes plus tard, la moutarde semble faire ses premiers effets. Ici. Voilà les vers de terre qui n'ont pas aimé la moutarde qui sont en train de sortir du sol. Est-ce qu'on peut les attraper? Alors on va pouvoir les attraper, mais il faut surtout attendre qu'ils soient complètement sortis de sa petite galerie, parce que sinon on risque de le couper. Mais si on coupe un ver de terre, est-ce que ça en fait 2 à la fin? Alors ça fait pas 2 vers de terre, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. En fait, ça n'en fait qu'un, et soit il va continuer à vivre, soit il va mourir. Ça dépend de l'endroit où il a été coupé. Là on a 2 adultes et puis 2 petits jeunes. Ça veut dire que votre jardin leur plaît, il est en bon état de santé, le jardin. Bien entendu, pour éviter qu'ils souffrent, pensez bien à les rincer avant de les relâcher. Au revoir, les vers de terre. Vers de terre ou taupes, vous savez maintenant que ces animaux qui vivent cachés sous la terre participent à la bonne santé de nos sols et à leur stabilité. Et tant que ces mottes de terre ne vous dérangent pas, vous pouvez laisser tranquille la petite taupe qui vit en dessous.